Bonjour à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un film de Roland Emmerich. On poursuit après le live spécial film catastrophe de Roland Emmerich, après ma vidéo sur Indépendance des deux où je suis revenu sur le film. Aujourd'hui je reviens sur Midway, parce que pour moi c'est un incroyable film de guerre, un des meilleurs films de guerre que j'ai vu et j'en ai vu beaucoup. Et c'est un film incroyablement sous-coté, qui n'a pas marché au box-office et qui pourtant a tellement de qualité, avec un casting en or massif. Alors là, c'est un casting en platine. Bref, je vais vous en parler. Tout ce que je vais vous dire, c'est une vidéo bien évidemment 100% spoilers. Tout ce que je vais vous dire, je l'aurais dit dans le live. Donc ceux qui ont vu le live, vous allez réentendre à peu près les mêmes choses. Et ceux qui n'ont pas vu le live, c'est l'occasion pour vous de le regarder par petits morceaux à travers ces vidéos. Donc c'est parti, Midway, on suit la bataille de Midway, celle qui a succédé à l'attaque de Pearl Harbor. Je pense que vous avez tous vu Pearl Harbor de Michael Bay. Beaucoup ont trouvé le film de Michael Bay beaucoup trop dans la romance, beaucoup trop romancé, pas réaliste. Moi, Michael Bay, déjà c'est un réalisateur que j'aime énormément, et Pearl Harbor, c'est un de mes films préférés du réalisateur. Mais il est vrai que l'histoire d'amour qu'il y a avec Kate Beckinsale, Josh Hartnett, Ben Affleck, tout ça enlève un petit peu de, on va dire, de réalisme. Et là, sur Midway, on peut dire que c'est la suite spirituelle, mais encore plus grandiose de Pearl Harbor. Déjà parce qu'on reprend l'attaque de Pearl Harbor en entier, et ensuite toute la bataille navale, parce qu'on a vraiment l'impression de regarder un film de bataille navale avec du toucher-coulé, toute la bataille navale qui va s'en suivre dans les îles Midway, dans les îles du Pacifique, entre les Japonais d'un côté et les Américains de l'autre. Avec des personnages historiques qui vont vraiment faire des exploits, qui vont s'illustrer dans les livres d'histoire, à l'image de Chester Nimitz, l'amiral Nimitz, qui donnera son nom au porte-avions qui va être construit en son honneur, qui portera son nom, le porte-avions Nimitz. D'ailleurs, il y aura un film qui sera, il me semble, avec Kirk Douglas, qui s'appelle Nimitz. Bref, on va voir tout un tas de personnages historiques, de bravoure, de pilotes, d'amiraux, de généraux. Et, grand point fort, on verra autant le côté américain que le côté japonais. Et en cela, ça peut vous faire penser au diptyque de Clint Eastwood, Lettres d'Iwo Jima et Mémoire de nos pères, où on voyait des batailles de la Seconde Guerre mondiale du côté japonais, mais aussi du côté américain. Et là, pour ce qui est de la bataille de Midway, on va voir les deux côtés de l'histoire. Et c'est nuancé, parce qu'on ne nous montre pas les Japonais comme étant vraiment que les gros méchants, sans nuance, sans honneur. Non, on nous montre des Japonais qui ont de l'honneur aussi, qui sont entraînés dans cette Seconde Guerre mondiale, peut-être même contre leur gré, malheureusement, mais on ne va pas changer l'histoire, c'est comme ça. Et les Américains qui étaient neutres jusqu'à là et qui sont précipités pleinement dans la Seconde Guerre mondiale avec l'attaque de Pearl Harbor. C'est un film qui est irréprochable au niveau de son action, au niveau de ses effets spéciaux, au niveau de l'interprétation de ses acteurs. C'est des acteurs au top du top, mais je vais y revenir, c'est peut-être un des plus gros points forts. Au niveau de l'exactitude historique, à de rares petits détails que je n'aborderai pas ici, mais ce seraient des détails trop techniques sur, voilà, sur des noms de bombes ou sur des noms d'appareils ou de choses comme ça, ou des noms de latitude, de longitude, des petits détails qui ne sont pas d'une très grande importance. À de rares détails, sinon le film est un reflet quasi exact de la réalité de ce qui s'est passé, et très peu romancé. Il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour, ah oui mais j'ai couché avec lui, et non, lui il a couché avec un tel, une telle. Non, ici on s'intéresse vraiment à la stratégie, on s'intéresse à la responsabilité de ces hommes, on s'intéresse au sacrifice. Alors c'est un film patriotique, mais c'est le cinéma de Roland Emmerich. On aime ou on n'aime pas. Ceux qui n'aiment pas le cinéma de Roland Emmerich ne vont pas trop aimer ce film. Il y a moins de destruction massive que dans ses autres films, il y a peut-être un peu moins de discours patriotique à la Independence Day, mais on est quand même sur un discours ultra patriotique où les Américains sont montrés que comme des gentils, que comme des braves. Et moi j'aime ça, donc forcément c'est ce que je recherche dans les films de guerre ou les films catastrophes, c'est quand on nous montre les Américains sauveurs du monde. C'est ce qui me plaît le plus dans le cinéma catastrophe américain. Donc forcément, si vous aimez pas ça, il vaut mieux passer votre chemin parce que ça va vous agacer. Mais si vous aimez, si ça vous gêne pas, cette espèce de fibre un peu patriotique, America, God Bless America, etc., vous allez vous régaler. C'est un film virtuose
au niveau de l'écriture des personnages, au niveau de son interprétation, et donc j'en viens au casting. Woody Harrelson, qui fait l'amiral Chester Nimitz, épaulé par Patrick Wilson. Patrick Wilson qui est vraiment dans un personnage, de toute façon Patrick Wilson c'est un excellent acteur, son personnage est très très bien écrit, avec beaucoup de nuances, on sent quelqu'un de réservé, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un grâce à qui la bataille aurait pu être bien différente s'il n'avait pas été là, peut-être que les Américains auraient pu perdre la guerre, donc on a des interprétations qui sont à la hauteur des personnages historiques. On a Dennis Quaid, qui fait un amiral. Dennis Quaid, qui est... le charisme de Dennis Quaid, qui retravaille ici avec Roland Emmerich, après avoir travaillé avec lui sur Le Jour d'après notamment. Dennis Quaid, qui fait un amiral dur, vraiment... la bravoure, qui a le cuir dur, qui même malade veut être aux commandes, il a un zona et ça le fait beaucoup souffrir. Même aux commandes, il veut être là pour ses hommes, on sent tout l'honneur, la bravoure, la fierté du bonhomme. On a Ed Skrein que lui, on a pu voir alors dans le Transporteur 4, c'est pas forcément une gloire, mais surtout dans Game of Thrones, où il faisait Daario Naharis avant que le personnage soit repris par Michael Wiseman dans les saisons suivantes. Ed Skrein, qui ici fait le personnage principal, l'amiral, non, le capitaine Best, qui va exploser 3 porte-avions, quasiment 3 porte-avions de mémoire, à lui tout seul. On voit aussi les scènes aériennes de combat qui n'ont absolument rien à envier à Dunkerque, ça je vais y revenir. Bref, Ed Skrein qui est excellent, où on sent d'abord dans un premier temps l'assurance un petit peu trop grande, un petit peu trop excessive, limite de l'arrogance, et ensuite le poids des responsabilités, le poids d'avoir la mort, la responsabilité d'hommes qui sont sous son commandement qui meurent, et lui s'en veut, donc on sent le personnage changer, devenir un peu plus humble, avec son épouse jouée par Mandy Moore qui le soutient. Petite parenthèse, j'adore les robes et les coiffures des femmes de ces années-là, des années 40-50. Là, en l'occurrence, c'est dans les années 40, 41, 42. Je trouve qu'elles avaient tellement de classe, les femmes, à cette époque-là. Et elles étaient sexy, hein, mais elles n'étaient pas vulgaires. Et quand on voit les femmes de soldats, les femmes de capitaines, d'amiraux, de généraux à cette époque-là, c'était des femmes dévouées. On ne parlait pas de féminisme, mais c'était des femmes, heureusement qu'elles étaient là, parce que leurs hommes avaient besoin d'elles, de leur soutien moral. Et c'était pas des femmes qui disaient « Ouais, mais moi ça me va pas, je suis à la maison, pendant que mon mari est à la guerre, moi je dois faire la cuisine, le repassage. » Non, c'est pas des femmes qui se plaignaient, et c'est en même temps des femmes qui apportaient un total soutien à leur mari. Donc je pense qu'il faut encenser ces femmes-là, et les femmes de militaires de manière générale, parce qu'elles ont beaucoup de courage, ces femmes-là. Leurs maris partent, elles ne savent pas quand est-ce qu'il va revenir, parfois ils ne reviennent jamais. Très souvent d'ailleurs, à l'époque, dans les guerres, c'était beaucoup moins des frappes chirurgicales avec des drones comme maintenant, c'était les mecs qui ils allaient au mail direct, et voilà, ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer. Donc, et quand ils mouraient, c'était par centaines, voire par milliers, comme l'attaque de Pearl Harbor. En tout cas, c'était assez un carnage. Elles pouvaient très bien retrouver leur mari carbonisé à l'infirmerie, qui faisait partie des victimes, tout comme elles pouvaient retrouver leur mari, soit qui était mort, soit qui revenait pas, soit qui revenait sur une chaise roulante. Et ces femmes-là, elles avaient beaucoup de patience, et elles n'étaient pas dans le secret des dieux, donc elles avaient très peu d'infos sur ce qui se passait, elles étaient constamment en train d'angoisser pour le retour de leur mari, et en même temps, quand leur mari revenait, elles étaient un appui, un soutien moral, sans qui ces hommes-là n'auraient pas eu peut-être la force morale pour retourner au front. Donc je trouve qu'il faut encenser ces femmes-là. Elles étaient des féministes sans se vanter de l'être, et elles savaient rester à leur place en même temps. Elles n'étaient pas sarcastiques, elles n'étaient pas méprisantes envers leur mari. Et enfin, comme je vous disais, elles avaient beaucoup de classe dans la manière de s'habiller. Aujourd'hui, quand on voit des femmes, c'est vrai que pas toutes, hein, je ne veux pas faire une généralité, mais bien souvent, s'habillent de manière assez vulgaire. Aujourd'hui, pour être sexy, j'ai l'impression qu'il faut être vulgaire. Alors que ces femmes-là, elles étaient en robe, y compris en robe longue. On ne voyait pas forcément le décolleté ultra apparent. Elles n'étaient pas vulgaires, elles avaient de la classe. Et pourtant, elles étaient très sexy, mais sexy et respectable en même temps. Et je trouve que
je trouve que c'était bien. Voilà, je trouve que c'était une mode vestimentaire qui se perd parce que le vestimentaire dit aussi des choses sur la personnalité. Voilà, c'est une parenthèse importante, mais je voulais la faire et ce film était l'occasion de le faire. Donc, je trouve que Mandy Moore est excellente dans le film. Voilà, beaucoup de classe. Elle est excellente, tout simplement. Au-delà, donc, on a beaucoup d'autres acteurs. Comme je vous disais, Woody Harrelson, Dennis Quaid. On a Jake Weber qui fait une apparition dans un rôle d'un amiral. Spruance, je crois. On a un acteur qui jouait dans Stargate Atlantis, dont je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus son nom, mais on a beaucoup de stars, on a beaucoup vraiment d'acteurs, de grands acteurs qui font parfois des petits rôles, notamment Aaron Eckhart qui a un rôle très important ici dans le film et qu'on doit voir à tout casser un quart d'heure dans le film. Aaron Eckhart qui a vraiment un rôle d'importance, qui va bombarder les villes au Japon. Il va être recueilli par des Chinois sur le sol chinois, puisque avec son parachute et ses hommes, ils vont sauter en territoire chinois, les Chinois qui sont opposés aux Japonais à ce moment-là, et dont après, à la fin, au générique, donc il va être sauvé par les Chinois, dont après, on va apprendre à la fin, au générique, que les Chinois ils ont subi un carnage, 250 000 morts, beaucoup qui ont été torturés, exécutés par les Japonais pour avoir apporté leur aide, justement, au personnage historique de Aaron Eckhart, dont j'ai oublié le nom, n'en veuillez pas. Regardez le film, vous aurez les noms. Bref, beaucoup de bravoure, des effets spéciaux qui sont superbes, une apparition en début du film de Alexander Ludwig dans un rôle qui, je crois, de ce que j'ai lu, est un rôle fictif qui n'existait pas en vrai. Mais en tout cas, Alexander Ludwig, hein, Viking, Game of Thrones, non pas Game of Thrones, Hunger Games, Viking et beaucoup d'autres, Du sang et des larmes, l'excellent Du sang et des larmes de Peter Berg. Alexander Ludwig qui, l'espace de quelques, on va dire de 10 minutes, a des scènes de bravoure épiques, d'un charisme absolu. Ça sent à la fois la testostérone, la virilité, parce que c'est un film qui est composé à 90% de mecs, et en même temps le patriotisme, mais aussi le respect. Et là, je vais parler des deux acteurs japonais que j'adore, ces deux acteurs que j'ai vus très souvent, Jun Kunimura et Tadanobu Asano, qui représentent, c'est encore une fois des personnages qui ont existé en vrai, hein, leur personnage, le général Yamamoto et son adjoint, qui représentent l'honneur à la japonaise, qui sont plongés dans ce conflit. Ils ne voulaient pas forcément l'être, mais ils le sont, et donc ils doivent obéir à leur empereur, hein, empereur qui est une figure quasi divine chez les Japonais. Donc Jun Kunimura, lui, vous l'avez vu dans Kill Bill Volume 1 à l'époque, dans le rôle de Boss Tanaka, qui se faisait décapiter par Lucy Liu. Et on l'a vu récemment dans deux films dont j'ai fait la critique sur la chaîne, Kate, le film Netflix avec Mary-Elizabeth Winstead, ainsi que Minamata, le biopic du photographe Eugene Smith, je crois, joué par Johnny Depp. Donc le dernier film de Johnny Depp en date, que je vous encourage grandement à voir, parce que c'est un très grand film, un très beau biopic. Et donc Jun Kunimura, il a toujours ce genre de rôle soit de yakuza, soit de chef, de capitaine, soit de grand chef d'entreprise, soit de général. Il en impose par son charisme. Et il retrouve ici Tadanobu Asano pour justement les deux mêmes films. Il a joué aussi dans Kate, Tadanobu Asano, avec Mary-Elizabeth Winstead, ainsi que dans Minamata. Tadanobu Asano, que vous connaissez pour Battleship de Peter Berg, aux côtés de Taylor Kitsch, autre film de bataille navale, mais cette fois-ci avec invasion alien. Ou plus récemment, le Mortal Kombat, où il fait Raiden, mais le Mortal Kombat 2021, où il joue le rôle de Raiden. Donc voilà, on a deux acteurs japonais qui sont d'un très grand talent, et on nous montre leur sacrifice. Au final, voilà, ils veulent couler avec leur porte-avions, parce que chez les Japonais, la défaite, il faut assumer jusqu'au bout avec honneur. Et ils décident de rester sur leur porte-avions et de faire partir ses hommes. Certains veulent rester avec lui, et ils se font torpiller, ils sabordent leur navire et ils explosent avec le navire, et ils coulent par le fond. Donc on voit l'honneur chez les Japonais, reconnaître sa défaite, mais aussi la fierté
jusqu'à un certain point. Ne pas faire preuve d'orgueil au point de sacrifier inutilement des vies. Donc c'est très bien équilibré, je trouve. Encore une fois, America First, parce que c'est un film américain ultra patriotique, mais pas America First, mais pas America Alone. On montre aussi le japonais, les japonais sous leurs aspects, on va dire, honorables. Donc un excellent film de guerre qui malheureusement a été un bide au box-office. Pour 100 millions de budget, il n'en a récolté que 125 dans le monde, c'est-à-dire que 100 millions c'était hors promotion, il faut compter un petit peu plus. Le film s'est à peine remboursé, mais n'a pas fait de bénéfices. Et même au cinéma, hein, moi je sais que j'étais allé le voir en novembre 2019 quand il est sorti au cinéma, j'étais allé le voir en salle, il était resté très peu de temps à l'affiche, il y avait quasiment personne dans la salle, je me souviens être un des seuls spectateurs dans la salle, il y avait très peu de monde. C'est un film dont on n'a pas beaucoup entendu parler, pourtant c'est une très grande fresque de bataille navale historique, avec des personnages qui regorgent de charisme et un grand film de guerre, un très grand film de guerre, très sous-coté, que je vous encourage vraiment à découvrir si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas déjà fait, et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Il est assez différent de Pearl Harbor, parce que comme je vous disais, il est assez dénué de romance. Ici, c'est surtout les faits historiques et les faits de guerre qui nous intéressent, mais il y a tout ce qu'il faut pour passer un très bon moment. 2h18 de film, que je n'ai pas vu passer une seule seconde. C'est aucune longueur, du rythme, de l'action et un régal pour les yeux et pour les oreilles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Midway et on se retrouve très vite pour la critique de Le Jour d'après, The Day After Tomorrow, toujours de Roland Emmerich. Portez-vous bien et ciao tout le monde.